Bonjour, mais je vous parle du Royan, Pilier Royan, l'océan Atlantique. Donc moi je pratique le MDR et l'hypnose dans mon cabinet en libéral. Je vais quand même me présenter parce que je ne suis pas particulier, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas professionnelle de santé. Et donc je me vis comme une technicienne des mouvements oculaires et de l'hypnose. Pour moi, c'est vrai que le MDR, ça représente un entraînement mental. Et donc, c'est vrai que comment passer une journée en parlant des mouvements oculaires, dans l'économie de l'EMDR, ça paraît évidemment incontournable. Donc, je peux vous parler un peu d'historique. Le MDR, en fait, est apparu en 1987. Et donc, l'acronyme, c'est Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, c'est-à-dire la déprogrammation, la désensibilisation par la reprogrammation par les mouvements oculaires. Donc c'est une technique qui est apparue grâce à une psychologue qui s'appelle Francine Shapiro, c'est une psychologue américaine. La légende urbaine dit qu'elle a découvert cette technique un jour. Elle était en prise à des difficultés, à des pensées douloureuses, et elle traverse un parc et elle s'aperçoit qu'en regardant de droite à gauche, eh bien, les pensées douloureuses s'estompent. Donc ensuite, elle reproduit l'expérience avec un groupe de volontaires. Des expériences qui se révèlent être efficaces. Donc elle poursuit ses recherches pour en faire le sujet de sa thèse et de son doctorat. Donc ensuite, cette technique elle a été utilisée auprès des vétérans de la guerre du Vietnam, des victimes d'agressions, de catastrophes naturelles. Et en France, c'est le neuropsychiatre David Servan-Schreiber qui a importé cette technique et qui a déposé la marque EMDR France. Voilà, si à ce stade, déjà Alice, toi tu as des questions, si tu veux que je poursuive sur le déroulement d'une séance. Oui, j'aimerais bien que tu nous dises en quoi ça consiste déjà le MDR. Comment est-ce qu'on s'y prend pour pratiquer le MDR? Alors, on s'y prend par... Alors, il y a trois axes, mais principalement, l'axe, c'est par le mouvement oculaire. Donc, la modélisation, c'est la modélisation de ce qui se passe dans les mouvements lors d'un sommeil paradoxal, dans lesquels il y a des REM, les Rapid Eye Movements, donc des mouvements oculaires rapides, dont on est aujourd'hui sur la piste de penser qu'ils ont vraiment un effet thérapeutique sur le traitement des informations. Donc, moi, dans mon cabinet, en fait, j'utilise principalement les mouvements oculaires, mais c'est vrai qu'on sait qu'on peut faire une stimulation bilatérale auditive avec des bruits de chaque côté pour stimuler le cerveau, mais aussi par sensoriel, par un tapping en stimulant. On peut faire sur des personnes non-voyantes, notamment, ça m'arrive moi dans mon cabinet. Mais sinon, comment s'y prendre? Ben voilà, en reproduisant les mouvements oculaires. Donc, moi, je m'y prends comment? J'ai une barre lumineuse, donc qui est ici. Donc, je vais vous parler de ça un peu dans le désordre. Je ne suis pas très habituée à cet exercice, en fait, de parler. Est-ce qu'il y a une fréquence toujours la même pour faire les mouvements à droite et à gauche, ou est-ce que la fréquence est régulable selon ce qu'on veut attendre? Alors, d'expérience, et pour avoir échangé avec un psychologue allemand, il faut vraiment que les mouvements soient rapides, en fait, pour se rapprocher des mouvements oculaires de la nuit. Après, on peut s'adapter à la personne si on voit qu'elle a du mal à suivre. Moi, j'ai une télécommande et donc je peux ralentir. Je peux vraiment m'adapter. Mais il est montré que plus le mouvement est rapide, puis plus il y a une saturation de l'information, plus c'est compliqué pour la personne de suivre et plus il y a un décrochage facile et donc une modification de la perception. Et quand tu dis mouvement rapide, ça consiste à quoi? Un coup par seconde ou... Ben, je vous montre. Je ne sais Ouais. pas si vous Oui, voyez. Donc, là, on voit la lumière. Ouais. d'élancer ce qui est prévu sans modification. Et Alors, là, vous pouvez même essayer. Vous voyez, d'accord, c'est on assez peut rapide. suivre. Ouais. Voilà. Donc, il C'est s'agit de assez rapide. suivre la lumière verte, quoi. Exactement. Alors, il s'agit de suivre la lumière verte, mais pas que. C'est-à-dire que voilà, il y a tout un protocole, donc c'est le protocole de Francine Shapiro, hein, sur lequel je me base. D'abord, ce protocole, ça commence par l'identification de la cible. Donc la cible, elle peut être un événement traumatique, ça peut être
une expérience douloureuse, ça peut être une phobie, un deuil. Donc il y a l'identification par le sujet de la cible. Et donc on va lui demander de créer une image mentale qui est représentative de cette cible. Donc c'est une pratique qui s'applique seulement quand on a identifié le traumatisme. Alors c'est une bonne question, pas forcément. Alors je dirais que non avec la pratique. Parce que j'interviens aussi une fois par semaine auprès des adolescents dans un centre médico-psychiatrique et des adolescents qui ont des troubles dont on suppose qu'ils ont subi un traumatisme, mais dont ils n'ont pas accès en fait, ils ne se souviennent pas du traumatisme. Donc ça m'est arrivé de pratiquer le MDR sur les sensations, sur les émotions. Par exemple, la jeune fille pouvait avoir une grande peur ou avoir une réaction particulière face à une situation. Ben non, on n'est pas obligé d'identifier, en effet. Et c'est la grande force de l'EMDR. On n'est même pas obligé d'expliquer aux thérapeutes le détail de la cible. Et moi, je leur dis, parce que à ces jeunes filles, par exemple, quand elles en ont assez de discuter de leur agression, par exemple, si ça reste nébuleux, moi, je leur dis, moi, j'ai pas besoin de savoir. Juste, tu penses à ce que ça te fait. Et ensuite, on va faire un balayage. Et après, on va à chaque fois réévaluer. Donc, la manière d'évaluer, on va coter de 0 à 10, par exemple. D'accord, donc c'est une auto-évaluation par le patient de son trouble, en fait. Et alors, on fait l'exercice en évoquant... On va évaluer d'abord les émotions. Donc, quand tu penses à ça, quelle est la première émotion qui te vient? Alors, par exemple, c'est la peur. OK, sur une échelle de 0 à 10, c'est à combien? D'accord. Ensuite, on va égrener les émotions, la colère, le dégoût, la culpabilité. Une fois qu'on a évalué ça, je vais lui demander, quand tu penses à ça, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Où est-ce que ça se relie? Donc ça, c'est très important aussi, la liaison entre la cible et l'impact physique. Ah ben oui, quand je pense à ça, ça me fait mal au ventre, par exemple. Ok, donc ça fait partie du protocole. Et ensuite, on va évaluer la cognition négative qui va avec la cible et l'émotion. C'est-à-dire, quand tu penses à ça, quel est le commentaire qui peut tourner en boucle dans ta tête? Ben, quand je pense à ça, je me sens perdue, par exemple. Ok, je me sens perdue, et donc, à la place de je me sens perdue, comment ça serait bien que tu te sentes aujourd'hui, compte tenu de toutes les circonstances? Ben, à la place de ça, aujourd'hui, je voudrais me sentir en sécurité. Ok. D'accord, donc tu reprogrammes avec des pensées positives quelque part qui vont... Ça s'appelle la cognition positive. Quelle est la cognition positive? Alors, à ce stade-là, elles n'ont pas souvent accès à ça. Et on met une autre cotation, de 0 à 7. Ben, à la place de ça, ça serait bien que je me sente confiante. Ok, je me sens confiante parce qu'aujourd'hui, cette situation-là, en fait, elle est dans mon passé. Donc ça, d'accord. Et aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 7, à combien c'est déjà un peu vrai que tu es en sécurité? Alors souvent, sur un sujet vraiment climatique, je vais dire à 1 sur 7. D'accord. Et combien de temps ça dure, du coup, une séance? Est-ce que tu fais plusieurs fois le protocole dans une même séance, déjà? Alors, chez moi, ça dure assez longtemps, en fait, le balayage, le scan. Oui. Ça dure assez longtemps parce que j'en profite pendant qu'il y a un C'est-à-dire combien de temps environ? Juste le mouvement oculaire, tu veux dire? Oui. Ça peut durer au moins 10 minutes, juste un mouvement oculaire, ce qui est assez fatigant. D'accord, c'est fatigant. Pendant que le balayage se met, donc là, à ce stade, je leur dis, ben voilà, essaye de poser cette image sur la lumière va se déplacer de gauche à droite, c'est uniquement tes yeux qui vont la suivre. Et donc, une fois que le balayage commence, bon, c'est très difficile, évidemment, c'est un peu l'idée de saturer, finalement. Et donc, pendant qu'il y a le balayage, je leur parle tout le temps, en les invitant à se connecter émotion par émotion. Et là, pendant ce temps-là, voilà, connecte-toi à la peur, de gauche à droite, regarde-la à gauche, regarde-la à droite. Connecte-toi à la colère, de droite à gauche. Donc c'est proche d'une induction hypnotique, non? Ça les met dans... C'est très mélangé parce que bon, moi j'ai une culture hypnose. Et donc, donc je mélange beaucoup avec des suggestions, c'est-à-dire que je profite que le sujet soit focalisé, soit dans un état de focalisation, tant qu'à faire pour lui envoyer des suggestions par rapport à un état qui va être plus agréable, plus confortable, etc. En lui envoyant la suggestion que l'information va se déplacer d'une partie de son cerveau qui est émotionnelle vers une autre partie de son cerveau qui va être plutôt rationnelle.
D'accord. Et il faut combien de séances du coup pour arriver à évacuer le trauma? Alors, ça va assez vite. Alors, c'est vraiment à la demande. Moi, je n'impose pas du tout le nombre de séances. Parce que vraiment, en plus, c'est délicat. Moi, c'est pas remboursé sécurité sociale, donc je les laisse libres. Mais en tout cas, dès la première séance, il faut évaluer qu'il y a mieux un soulagement. C'est-à-dire que à la fin du balayage, les gens ferment les yeux. Et là, je leur dis, bon, qu'est-ce qui vient? Et donc, à ce moment-là, on peut réévaluer et recoter. Bien souvent, ce qui se passe, pas plus tard que ce matin, l'image traumatique, en fait, quand je leur demande, essaye, alors c'est une suggestion, essaye de récupérer l'image qu'on a travaillée. Donc ça présuppose, déjà, il y a une suggestion hypnotique. Donc essaye de la récupérer et qu'est-ce que ça donne? Alors clairement, alors ça c'est empirique, je vois qu'il y a vraiment un changement. Je suis très observatrice quand les gens cherchent leurs images. Dans quelle direction ils mettent leurs yeux? Donc les théories de la PNL, c'est ça? Voilà, je sais qu'elle est très controversée. J'en déduis, par contre, j'en déduis rien du tout. Mais je vois qu'il y a. Il y a un fond de vérité peut-être. Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un changement. Oui. Avant et après le balayage, les gens ne regardent plus au même endroit. D'accord. J'en déduis rien. J'ai eu Brice Lemaire, là, qui pratique l'hypnose thérapeutique pour endormir ses patients. C'est un chirurgien dentiste. Il a dit ça. Il a dit que souvent, entre avant et après l'intervention et la séance d'hypnose, il observe qu'il y a plus de congruence dans l'attitude des gens, le mouvement des yeux par rapport à leur dominance kinesthésique ou auditive ou visuelle. Voilà. Honnêtement, il y a un changement de côté et même je le montre. Je leur dis, parce qu'au début, je le valorise un peu, donc je dis, voilà, vous l'avez, l'image, regardez-la. Et donc, comme ça, je vais voir dans quel sens il va regarder. Donc, ce matin, c'était une jeune fille et elle regardait plutôt en bas. Je dis, et donc là, je lui montre l'image, elle est plutôt là. Donc, elle valide, oui. Donc, je dis, bon, ben voilà, hop, tu la mets là, on balaye, et puis après, je ferme les yeux, etc. Après avoir beaucoup parlé, elle ouvre les yeux, je lui essaye de la récupérer, et là, on voit les mouvements oculaires, elle va chercher en haut à gauche, elle va chercher en haut à droite. Et je lui dis, quand tu la récupères, dis-le-moi, ok. Et là, on voit un changement de côté, elle me dit, je l'ai. Je lui dis, c'est comment? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est plus loin? Mais il me semble qu'elle est plus floue. Et quand elle est plus floue, en émotion, ça fait peur à combien? Voilà. D'accord. Et donc je dis, t'as vu, c'est pas au même endroit. Et ça, souvent, ça surprend les gens. D'accord. Quand c'est pas au même endroit. On a fait tout à l'heure une petite séance de méditation et focaliser sur la vision. Et c'est vrai qu'entre avant et après la méditation, on a un changement de perception également qui se fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer seul, le MDR? Est-ce qu'on peut s'entraîner tout seul à faire bouger ses yeux de droite et de gauche? Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Alors oui, ben justement, ce psychologue allemand qui m'a vendu cette barre, lui, il vend des lunettes. Il vend des lunettes lumineuses et donc il a écrit tout un bouquin sur l'auto-EMDR. Mais même dans ma formation, on le dit, on peut repérer 2 points à chaque extrémité. Et si, alors moi, quelquefois, personnellement, je le fais... tu sais, quelquefois, on regarde à la télé quelque chose d'un peu émouvant et puis je ne veux pas me mettre à pleurer devant tout le monde, c'est un peu gênant. Ben moi, je me fais un balayage, par exemple un enterrement, je vais garder voilà, les yeux secs. Et je vais regarder de droite à gauche et je vais le faire et c'est vrai que ça marche. Donc, c'est une façon de déconnecter le vécu avec les émotions. On peut dire ça. Moi, j'ai appris plein de métaphores à ce sujet. Alors, et je les partage. Alors après, je ne sais pas si c'est exact scientifiquement, mais moi, j'imagine que le sujet traumatique, il va être au 2e étage de mon cerveau, au niveau émotionnel, et que grâce au mouvement oculaire, cette information-là, elle va prendre l'ascenseur et elle va monter dans mon cortex. Tu vas l'archiver, quoi. C'est une façon de l'archiver. La plus personnelle de moi-même qui va le retraiter. D'accord. Et ça, je vais l'utiliser en suggestion aussi. Donc, on archive le souvenir de façon à ce qu'il ne réactive plus d'émotions négatives. On peut l'archiver dans une mémoire à long terme en présupposant qu'il est dans une mémoire à court terme. Et d'ailleurs, ce matin, en pensant à mon intervention cet après-midi, la petite jeune fille qui avait un traumatisme, elle a les 14 ans et le traumatisme datait d'il y a 7 ans. Et elle me dit, je voudrais oublier. Je lui dis, tu sais, c'est difficile d'oublier les choses. Je lui dis, par contre, c'est vrai qu'on peut oublier des choses au quotidien. Quand tu avais 7 ans, il y avait plein de choses qui se sont passées et tu ne penses pas tous les jours. Elle me dit oui. Je lui dis, c'est ça que tu voudrais? Et donc, elle me dit oui. Je lui dis, parce que là, ce dont tu me parles, tu as l'impression que ça s'est passé il y a 7 ans. Elle me dit, non, j'ai l'impression que ça s'est passé il y a 2 minutes.
Donc on voit bien que ce traumatisme, il est traité par une mémoire à court terme, alors qu'il devrait être traité par une mémoire à long terme. Oui, c'est toujours ravivé comme si ça venait de se passer. Exactement, c'est dans le présent, c'est dans son présent. Et l'idée, c'est d'aller le mettre dans la mémoire du passé. Et c'est vrai que c'est très métaphorique et on dirait vraiment que ça se passe. Non seulement c'est traité, ça se met dans la mémoire du passé, mais on dirait que c'est traité au travers de mes compétences, de mon analyse rationnelle, de mes expériences, de mes valeurs. Alors qu'avant, c'est vraiment traité par la partie la plus subjective de moi-même, par mon émotionnel. D'accord. Je vais demander s'il y a des questions dans le public par rapport à l'EMDR. Oui, il y en a. Je vais amener le micro. Donc, je suis désolée, Sandrine, tu n'as plus de personne devant toi, mais... Est-ce qu'il y a une respiration particulière ou une posture corporelle à avoir particulière pendant la séance? Je ne sais pas si tu as entendu. Je ne sais pas si elle a entendu. Je ne sais pas si tu as entendu la question. La question, c'est est-ce qu'il y a une respiration particulière à avoir ou une posture particulière à avoir pendant la séance? Non, mais par contre, il y a une vraie modification de la respiration pendant la séance. Donc, le fait de se reconnecter à l'information douloureuse, évidemment, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir une accélération du rythme cardiaque et de la respiration. Et puis, au fur et à mesure du balayage, alors après, ça c'est mon interprétation du fait que ce soit très hypnotique. En plus, je vous dis, dans un balayage très hypnotique, de gauche à droite, on sent et on voit très bien qu'il y a une modification de la respiration. On rentre en cohérence cardiaque, probablement, une respiration. Voilà, et ça influence, et je le dis, et plus ça balaye, et plus ça influence, ça modifie son influence sur la respiration, sur le rythme cardiaque, sur le sommeil qui va devenir plus profond, plus réparateur. Donc, j'en profite pour envoyer des suggestions post-hypnotiques. Et qui vont se produire en fait. Vraiment. Toi, de ton côté, tu n'encourages pas à ralentir la respiration, tu laisses faire en fait. Non, parce qu'on ne peut pas tout faire. Déjà, moi, je leur demande de se concentrer sur l'image, de se concentrer sur la lumière, de se concentrer sur la peur, sur la colère. Et donc, on ne peut pas en plus être sur la respiration. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je ne sais pas si toi, tu connais des explications scientifiques qui commencent à pointer sur la façon dont ça marche, le MDR? Oui, celles qui me sont livrées, celles que je peux lire, parce que je lis tout le temps plein de choses sur le MDR, j'écoute plein de conférences. Bon, la piste du sommeil paradoxal est une vraie piste sur les phases REM qui seraient responsables du traitement de l'information la nuit pendant les phases de sommeil paradoxal et qui seraient décisives en fait, dans le stockage des informations. En fait, pour apporter une précision sur le fait que la nuit porte conseil, en fait, la nuit porte conseil parce qu'il se passe de vraies choses dans notre cerveau. Mais souvent, la nuit, il y a plutôt une consolidation des apprentissages de la journée, et là, au contraire, on veut déconstruire quelque chose et archiver. Ou construire ce qui n'a pas pu se construire. Alors moi, ce que j'ai, c'est plutôt la piste que le traumatisme gèle ce temps cérébral, va geler la capacité, ou va rendre inefficaces les mouvements oculaires rapides. Donc il y a une première hypothèse qui dit que ça serait comme un fichier qui serait trop lourd et qu'on n'arriverait pas à télécharger. Et donc que les mouvements oculaires seraient inefficaces et que l'aspect traumatique serait encapsulé dans une partie de notre cerveau et donc ne pourrait pas être téléchargé par cette partie-là. La deuxième piste dirait que quand c'est inacceptable dans notre système de valeurs, ça serait retoqué lors de ce processus d'information. Et la troisième piste, c'est que si la personne dort mal, elle ne risque pas de faire ces phases de sommeil paradoxaux et donc de ne pas faire ces mouvements oculaires rapides et donc de ne pas traiter l'information correctement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui apparaît parmi tes patients? Ils se plaignent de mal dormir aussi? Oui. D'accord. Ah oui, très souvent. Est-ce que le MDR, du coup, améliore leur sommeil? Alors, je ne sais pas si c'est le MDR ou l'hypnose ou les deux à la fois, mais oui. D'accord. Oui, on a des résultats meilleurs, vraiment, avec le MDR. Mais j'avais lu une étude, justement, j'avais noté un psychologue qui a fait un test et qui a vraiment fait un lien entre les phases de sommeil paradoxal et le MDR. Il a fait des tests sur les vétérans du Vietnam. C'est pas Shapiro, c'en est encore un autre.
Ah oui, c'est en 2002, Robert Stiggold, Ok, spécialiste du sommeil, très bien. a pu, suite à un traitement EMDR, faire revivre sans perturbation, parce que les vétérans du Vietnam faisaient beaucoup de cauchemars. Mhm. Et donc, il a pu faire revivre sans perturbation les phases du sommeil paradoxal et établir un lien évident entre les REM du sommeil paradoxal et les mouvements oculaires de l'EMDR. Très bien, bah, écoute, c'est Ça, très c'est la vraie intéressant. piste. Super. Bah, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on quitte Sandrine et qu'on lui laisse le champ libre? Oui, il y a encore une question. Je vais... Allez, bah, tu peux la dire, comme ça je la... Hmm. C'est une question compliquée. Est-ce qu'un traumatisme intra-utérin peut être traité avec le MDR? C'est compliqué. C'est-à-dire un traumatisme qui est vécu pendant la grossesse, pendant qu'on est dans Par le le ventre. fœtus, ouais. Dans la mesure où on peut traiter la conséquence. Pourquoi pas? Pourquoi C'est-à-dire, pas? qu'est-ce qui découle de ce traumatisme? Est-ce qu'il découle un mal-être? Est-ce qu'il découle une colère qui est là toujours naissante? Ben ça, on peut le traiter en EMDR. Mhm. Après, c'est pas, Très bien. c'est pas l'avantage. Ce que je voulais... Moi, l'EMDR me fait vraiment penser sur l'histoire de l'hypnose. Tu vois, on voit les hypnotiseurs au 19e siècle avec un pendule. Pour moi, le pendule, c'est l'ancêtre un peu de l'EMDR, comme s'il y avait eu cette intuition qu'en faisant des mouvements oculaires, on pouvait modifier les perceptions. Et puis, je voulais rajouter aussi une remarque, peut-être que tu dois savoir ça, moi je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive, alors pas très souvent, mais régulièrement, quand les personnes font leur mouvement oculaire, il y a la mâchoire qui suit. D'accord. C'est bizarre. D'accord. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette intervention au pied levé. C'était très intéressant. Je pense qu'on peut applaudir Sandrine.